Bonjour, Bonjour. merci d'être venu pour ce sujet qui n'est pas très à la mode, les microservices. Donc nous, on va vous montrer comment ça marche chez un client. Alors, petite question avant de démarrer. Qui connaît les microservices? À main levée. Ok, Pas pas mal. mal. Qui en utilise? En production? Bon, c'est déjà beaucoup C'est moins. pas mal. Petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas un microservice. Bon, ça démarre bien. Tu veux que je le fasse? Ouais. On met le... Il y a trop d'attente. Il est où? Vas-y, conf. Vas-y, commence. Devox. Ouais, c'est ça là. Tu fais lire. Voilà. Qu'est-ce que vous allez voir, à part un petit raté de démo. Donc, vous allez voir notre contexte client. Donc, le client qu'on ne peut pas citer, hélas, mais peut-être vous allez le découvrir. Vous allez voir pourquoi on a fait le choix des microservices pour notre client, quel était le contexte et pourquoi c'était un bon choix pour ce contexte-là. Vous allez voir quels sont les challenges à relever quand on met en place une architecture de microservices. Vous allez également voir les premiers choix techniques qu'on a fait quand on a commencé notre architecture de microservices. Vous allez voir notre architecture actuelle, celle qui est actuellement en production chez notre client. Et ensuite, on va vous parler en fin de talk de notre roadmap pour améliorer encore notre architecture de microservices. Et entre les deux, vous aurez une démo qui marchera aussi bien que le début de la présentation. Enfin, j'espère. Donc, qui sommes-nous? Je te laisse te présenter, Olivier. Olivier Revial, je suis développeur et je suis donc essentiellement développeur Java et je suis à Ypon depuis 3 ans. Voilà, mais il code en Java depuis très longtemps. Moi, je code en Java depuis très longtemps également. Je suis architecte SI chez Ypon Bordeaux. Et vous avez nos Twitter pour dire à quel point le début de présentation était génial. Donc Ypon Technologies, c'est environ 220 ingénieurs, France, USA et bientôt en Australie. C'est le thème de notre stand cette année avec notre magnifique kangourou qui fait du jet ski. Donc on a une expertise sur à peu près toutes les phases d'un projet. Et on a aussi fait les projets open source Tatami et Gipster qui est en version 3 depuis quelques temps. Voilà, et puis nos comptes Twitter. Donc le projet. Alors, au niveau du projet, on bosse, comme on a dit, je crois, chez un site, pour un site de e-commerce assez connu. Et nous, on fait partie d'une component team. Donc voilà, chez ce client assez connu. Et depuis environ 1 an, on a commencé à mettre en place une architecture de microservices chez ce client-là pour tout ce qui est lié au moteur de recherche, donc l'alimentation du moteur de recherche, l'interrogation et toutes les KPI qui sont associées, le monitoring bon, voilà, pas mal de microservices autour du moteur. C'est un projet qui a la particularité d'être multiplateforme, multilingue aussi, donc on a géré le multi-tenancy. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc c'est un déploiement qui est encore en cours. Donc nous, on est un peu l'équipe pilote et c'est en train de se déployer dans plusieurs équipes. Donc ça, c'est notre contexte technologique historique. Je te laisse présenter. Voilà, donc nous on est tout en haut à gauche là. Donc historiquement chez ce client, c'est du .NET et du .NET, un peu de SQL Server, de Windows Server, pour faire tourner tout ça. Et du coup, au fur et à mesure, depuis qu'on est arrivé, on a commencé, bon pas nous tout seuls, mais on a commencé à mettre en place pas mal de briques Java notamment, mais voilà, avec des... Voilà, ils se sentent un peu envahis comme les invasions barbares en leur temps. Donc voilà, quelques technos qui sont actuellement en production chez notre client.
Alors là, je vais passer à une phase plus de questionnement sur pourquoi finalement on se retrouve à avoir besoin des microservices. Donc pour moi, c'est en fait une convergence de mouvements qui sont arrivés depuis un certain nombre d'années. Donc le premier étant l'agilité, donc l'agilité qui nous a permis de nous rapprocher du métier, de réduire le time to market et d'améliorer finalement l'expression de besoin. Ensuite, le mouvement qui est un peu plus récent, c'est le mouvement DevOps. Donc là, c'est toujours pareil, dans le même objectif d'aller de plus en plus vite, c'est se rapprocher les silos dev et le silo prod. Vous connaissez tous l'image de on balance le livrable par-dessus le mur et ils nous le rebalancent parce qu'il n'est pas de bonne qualité ou ils n'arrivent pas à le livrer, etc. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer ça aussi à l'équipe de développement, donc d'unifier l'équipe de développement du côté métier et du côté opérationnel. Voilà, et que les devs aient aussi conscience que tout ce qu'ils font a un impact sur la prod et l'exploitation. Il y a un autre sujet, donc c'est la complexité du SI. Là, on vient de le voir. On avait historiquement une stack généralement assez unifiée avec généralement un seul éditeur ou quelques progiciels, mais souvent un seul choix de langage de programmation. Là, aujourd'hui, dans des SI complexes, c'est plus le cas. On a du C#, on a du Java, et on a plein d'autres langages, donc le Python des data scientists, il y en a plein des langages, le Scala des scalafistes, etc. Ensuite, autre point, l'architecture web. Donc on a changé de paradigme. Maintenant, on est plus sur de l'architecture REST. Avant, on faisait plutôt du RMI, par exemple, entre le front et back, etc. Là, tout est REST aujourd'hui. Tout est communication en HTTP. Enfin, tout ne l'est pas, mais c'est vers ça qu'on tend. On a aussi l'arrivée des applications réactives. Donc il y a pas mal de confs qui traitent de ça. Je ne vais pas y revenir. Autre point, votre application, il y a de bonnes chances que si vous avez, en tout cas dans un futur proche, potentiellement, votre DSI va se poser la question de est-ce que je vais sur le cloud ou pas. Il y en a beaucoup qui y sont déjà, il y en a beaucoup qui construisent leur infra directement sur le cloud, surtout les startups, mais même les DSI historiques se posent la question, que ce soit pour remplacer leur infra actuelle ou pour juste faire du cloud bursting pour les pics de charge. Voilà. L'architecture a évolué également avec l'arrivée des conteneurs. Ça, c'est un truc qui a explosé depuis 3 ans. Maintenant, toutes vos applications, potentiellement, vont aller dans un conteneur. Un conteneur, ce n'est pas forcément énorme, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, dernier point, c'est le provisioning. Ça, c'est un peu le Graal. Donc, c'est aller chercher, si possible, automatiquement, de la disponibilité, plus de puissance ou plus de RAM, selon finalement l'utilisation de l'application. Ça, c'est vraiment quelque chose vers quoi on va tendre dans les prochaines années. On va essayer d'utiliser les ressources au plus juste. Je parlais du cloud à l'instant. C'est aussi quelque chose qui coûte cher, du temps CPU, etc. Donc on va essayer de sizer. On ne va pas acheter toute une infrastructure pour le pic de charge. On va essayer d'être assez élastique dans cette architecture. Donc, ça, c'est une définition que je trouve assez simple des microservices et qui permet vraiment de tout mettre presque dedans. Donc, l'important là-dedans, c'est le DDD, c'est le bounded context, c'est les contextes fonctionnels définibles. Voilà, donc c'est Adrian Cockcroft qui a sorti cette définition. Maintenant, les microservices, c'est pas non plus, Martin Fowler dit, it's not a free lunch. C'est pas non plus gratuit. Donc il y a quand même un certain nombre de challenges à relever. Donc le premier challenge, et à mon avis le plus important, c'est l'organisation. L'organisation de l'équipe, mais aussi l'organisation au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas j'y reviendrai tout à l'heure, mais s'il n'y a pas une organisation en face, généralement on va à l'échec. On essaie de mettre des microservices, mais que du côté dev, et les autres autour, ils sont encore dans les modes à l'ancienne. Il y a le challenge de la découverte des services. Donc ça, c'est comment je connais les autres microservices. Là aussi, tout à l'heure, on verra quelle implémentation on a choisi. La surveillance de ces microservices. Parce que, contrairement à l'ancien monolithe, qu'on pouvait surveiller de façon assez classique, du JMX, tout le monde sait à peu près comment ça démarre. Quand il y a un out-of-memory, bon, on redémarre. Okay. Mais là, la surveillance, elle se fait sur une flotte de microservices. Il faut savoir où ils sont, il faut savoir les monitorer, il faut savoir les redémarrer si besoin. Voilà, ça introduit une complexité supplémentaire.
Ensuite, il y a le cas de la programmation distribuée. Avant, c'était assez simple finalement. Il y avait potentiellement un master, un slave. Le slave n'était pas actif. Là, tous les microservices, ils tournent, ils sont actifs en même temps en production. Donc il va falloir trouver un moyen de, par exemple, quand on fait un job critique sur quelque chose, de prendre la ressource, de dire qu'on la garde et la relâcher à la fin. Et que tous les autres microservices du même type soient au courant de cette utilisation de ressources. Ensuite, il va falloir gérer les pannes. Là, je viens d'en parler un petit peu. C'est le microservice X de tel data center, mais il a craché. Ou alors, il continue, il est toujours là, c'est-à-dire il répond toujours au else, mais par contre, il traite beaucoup plus lentement que les autres le load que lui envoient d'autres microservices. Donc en fait, il est en train de pénaliser toute la chaîne. Donc il faut le détecter assez rapidement pour soit l'arrêter, soit le redémarrer, enfin investiguer dessus. Donc il faut être au courant de ça, même s'il est toujours là. Peut-être qu'il est en train de plomber les temps de réponse alors qu'on ne l'a pas vu. Voilà. Donc il faut gérer ça. Alors stratégie de test, moi je trouve ça plus simple finalement de tester les microservices qu'un gros test d'intégration sur des applications monolithiques. Et là encore, on a des outils qui nous permettent facilement de tester des microservices en isolation. On y reviendra. Versionning et compatibilité. Donc ça c'est quelque chose qui va venir un petit peu plus tard. Quand on va avoir déjà déployé un certain nombre une flotte de microservices, on va vouloir commencer à faire évoluer ce microservice alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de l'utiliser. Donc là, on va appliquer des stratégies de versionning. Il y en a plusieurs. On peut faire juste à base d'URL, ou on peut faire changer l'IP et avoir le load balancer qui s'en occupe. Enfin, il y a plusieurs stratégies. Et la compatibilité, là, on peut aussi utiliser des protocoles qui vont être au-delà du JSON, qui vont permettre de garantir une compatibilité ascendante des éléments. J'en parlerai très rapidement en toute fin de conf. Et enfin, déploiement en continu. Donc ça, c'est aussi un objectif. C'est d'accélérer finalement le temps entre le développement et la mise en production. Donc nous, on arrive à livrer fréquemment, tous les jours, nos développements sur nos microservices. Alors, il y a aussi des anti-patterns. Là, aujourd'hui, le premier anti-pattern qu'on va avoir, c'est pour ça qu'on a posé la question au début, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin des microservices? Il faut vraiment se poser la question. On va pas, enfin, souvent les devs, on se lance dans un truc parce qu'on est content et on est allé au Devox et on a vu la conf sur les microservices. Donc, on met les microservices le lundi matin en arrivant. C'est pas toujours nécessaire. Ça peut être un objectif dans certains SI, mais des fois, il n'y a pas besoin. La vieille application de gestion, elle marche très bien. Je ne vais pas la passer en microservice. C'est triste, mais c'est comme ça. Ensuite, l'écueil du monolithe distribué, qui va souvent aller avec le pattern, enfin l'organisation de l'entreprise. Donc le monolithe distribué, ça va être l'équipe front qui fait ses microservices front, l'équipe middle qui fait ses microservices middle, et le microservice de persistance. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste distribué notre monolithe. Ce n'est pas une très bonne idée. Les transactions distribuées, ça c'est une question qui m'a été posée à la précédente conf. J'ai dit non, tu ne fais pas de transactions distribuées. Je pourrais être un peu plus long, mais là j'ai pas assez de temps. On a une question autour des tables partagées. Donc ce qu'on dit généralement dans une architecture de microservices, c'est que chaque microservice va avoir son propre modèle de persistance, ses propres tables. Voilà, le seul cas qui finalement va contrevenir à cette règle, c'est le pattern CQRS. On va avoir un microservice qui va alimenter une table et un autre microservice qui va le lire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes. Par exemple, on va juste avoir je sais pas, une dizaine de mises à jour par heure, donc on n'a pas besoin d'avoir 200 microservices qui font ça. Par contre, en termes de lecture, on a un fort volume de lecture, et donc on va avoir une stratégie différente de déploiement. On va avoir 200 microservices, par exemple, du même type, qui lisent la donnée, parce qu'il y a beaucoup de charges, par exemple. Donc ensuite, peut-être un anti-pattern quand on va scaler toute notre architecture de microservices, c'est la découverte globale. Je ne pense pas que chaque microservice au sein d'un SI assez complexe va connaître tous les microservices qui sont déployés dans l'entreprise. On va avoir un certain nombre d'îlots. Nous, on a l'îlot moteur de recherche, on a l'îlot provisioning, on va avoir l'îlot logistique. Voilà, on va essayer de les isoler, et entre les deux, on va mettre des ponts asynchrones qui vont le permettre d'envoyer les données d'un côté et de l'autre du SI.
Et enfin, un pattern qu'on ne retrouve pas justement dans les microservices, don't repeat yourself. Là, les microservices nous autorisent finalement à nous répéter, à réécrire les choses. Voilà. Il faut voir que le cycle de vie d'un microservice, potentiellement, il est beaucoup moins long qu'une appli traditionnelle. C'est-à-dire si on le réécrit, on change de techno ou on change les règles de métier. Des fois, c'est presque moins cher d'aller réécrire le microservice intégralement. On garde le même contrat, on réécrit ce qui est à l'intérieur et on jette l'ancienne version. Il ne faut pas faire de sentiment dans ce cas-là. Alors, je vous ai remis la loi de Conway, traduction est de moi. C'est finalement ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'organisation va amener l'architecture. Et ça, c'est important de savoir, de comprendre ça. C'est-à-dire, si vous n'avez pas adopté l'agilité, si vous n'avez pas un modèle DevOps, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez une grosse cellule QA derrière et une grosse cellule spécification, vous allez avoir du mal à faire vos microservices. Vous allez avoir du mal à être agile, à essayer de gagner cette rapidité, cette souplesse dont vous avez besoin pour faire une architecture de microservices. Donc c'est vraiment un défi organisationnel. Là, je vous ai mis le modèle que sans doute beaucoup connaissent, qui est le modèle de Spotify. Donc nous, on est un peu organisé comme ça chez mon client. Là, on a un certain nombre d'équipes. Donc là, ça s'appelle squad dans la terminologie Spotify. Nous, on appelle ça soit des component teams, soit des feature teams, selon que ce soit orienté métier ou composant dans l'architecture. Voilà, après, je vais pas détailler complètement cette organisation, mais c'est une bonne organisation pour faire des microservices. D'ailleurs, ils ont fait des microservices. Donc, voilà. Donc du coup, Stéphane nous a présenté un peu donc, pourquoi on adopterait une architecture microservice. Donc là, nous, on est OK, on est prêt à y aller. On sait qu'il va y avoir des challenges à relever. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait. On a un cas d'utilisation qui est celui-là. Donc tous les cases bleues sont des microservices. Donc là, on va tourner autour d'un moteur, par exemple Elasticsearch, avec de l'alimentation, un service de search, un service de suggest, des KPI, et on va avoir un monitoring qui va permettre à la fois de monitorer le moteur et dans notre cas là, on va pouvoir interroger les quatre services de droite grâce en passant par l'agent de monitoring. Donc ça, c'est notre... voilà, juste pour terminer. Donc, tous ces services s'enregistrent sur le service Discovery. Et c'est ça qui permet que les services se connaissent, puissent se trouver. Donc, pour pouvoir appliquer ce cas d'utilisation, on a dû utiliser un certain nombre d'outils, évidemment. Donc, pour la découverte de services, on a utilisé Zookeeper, qui était... alors, c'est un choix qui a été fait aussi parce que le moteur de recherche qu'on utilisait déjà Zookeeper, donc c'était assez pratique. Nos microservices sont des microservices Spring Boot. C'était assez simple à utiliser, du coup, on n'avait pas trop de soucis. On a une surveillance via Zabbix, donc en fait, tous nos nœuds de services, notamment les agents de monitoring qui sont les proxys, sont monitorés via Zabbix, donc on a un /L, c'est du coup, dès qu'il y a une erreur, c'est Spring Boot Actuator qui permet de fournir un certain nombre de endpoints qui permettent de monitorer, donc /R, /metrics, etc. Et Zabbix se connecte directement à Spring Boot de cette façon-là. Voilà. Dernier point, donc, qui est la programmation distribuée. Donc pour ça, on a utilisé Zookeeper, encore une fois, avec l'utilisation de Curator, qui est un petit projet Apache et qui permet facilement d'utiliser Zookeeper à partir de ces microservices Spring Boot. Donc ça nous permet de poser des datas, notamment pour l'indexation des données. Ça nous permet de poser des locks sur des partitions, de faire donc voilà, de faire de la programmation distribuée. Je te laisse présenter le Zookeeper du coup. Là, il vient de parler de Curator. L'API de Zookeeper est assez obscure. Donc c'est pour ça que Curator, c'est un ancien projet Netflix et ils ont vraiment simplifié l'utilisation de Zookeeper. Mais quand même, il y a pas mal de choses qu'il faut surveiller quand on utilise Zookeeper. C'est déjà réserver des ressources dédiées. Il aime bien être isolé sur son disque. Il n'aime pas que d'autres personnes... Les latences sur Zookeeper sont assez fatales. Donc il faut utiliser des ressources dédiées.
Nous, on a isolé les instances pour les microservices. Au début, on avait mis dans le même Zookeeper, le Zookeeper de Solar Cloud, on avait mis aussi notre Discovery de service. On l'a enlevé pour déjà isoler les risques, finalement. On avait suffisamment de serveurs pour faire ça. On a eu des problèmes aussi quand on n'avait pas bien utilisé le mécanisme de curator. Il faut bien regarder comment ça fonctionne, le service instance, le Discovery, entre guillemets, à la main qu'on a fait, mais en utilisant les services du curator. Pas trop se planter. On a eu des auto-memory en prod parce qu'ils déclenchaient trop de services d'instance à chaque appel. Il faut bien surveiller ça. Ce mécanisme de service instance permet également de marquer les instances down. Ça ne sert à rien d'aller taper sur un microservice qui ne répond plus ou qui répond très très mal. Donc, une fois qu'on a eu un certain nombre d'échecs, on la marque down et comme ça, ce microservice, mais on ne l'appelle plus, on appelle les autres. C'est un système CP. Je ne refais pas le cap théorème, mais si on perd Zookeeper, en fait, on perd tout. On n'a pas une availability telle qu'on peut l'avoir avec d'autres systèmes de discovery. Il doit être surveillé, bien sûr. Alors nous, on le surveille un petit peu à la main parce qu'il y a un autre projet qui s'appelle Exhibitor, je crois, mais qui se base sur un autre Zookeeper. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc on a un Zookeeper pour monitorer un autre Zookeeper. On a trouvé que c'était un peu complexe. Il faut bien nettoyer les logs parce que si vous arrivez avec les logs pleines, bah, ça ne marche plus du tout, il y a tout qui est cassé. Donc il y a un petit script qui s'appelle ZK Cleanup et qu'il faut faire tourner régulièrement, comme ça on n'a plus aucun problème. Donc Zookeeper, c'était sympa, pour le Discovery c'était hyper pratique. Le seul petit problème qu'on avait dans notre cas d'utilisation, c'est, comme j'ai dit au début, qu'on était multilangue et donc multitenante. Donc pour adresser ce problème, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait un petit peu de code custom à l'aide de Zookeeper et donc de Curator, pour que quand nos microservices Spring Boot s'enregistrent, ils vont s'enregistrer s'ils sont monotenantes, donc s'ils sont spécifiques à un tenant, ils vont s'enregistrer avec ce tenant-là, comme on voit l'exemple des deux langues de la Belgique, par exemple. Donc notre service de KPI et puis notre service d'indexation, le loader, vont s'enregistrer tous les deux dans un tenant spécifique, suivant des paramètres qu'on aura donnés. Et par contre, le monitoring agent, lui, va être tenante agnostique. Et du coup, il faudra lui donner, il va falloir, quand on va vouloir contacter un service, il va falloir préciser la langue qu'on veut utiliser. On va être bien obligé pour savoir si on appelle le français ou le néerlandais. Donc on a un petit schéma qui résume tout ça ici. Donc c'est notre premier cas d'utilisation avec, j'ai gardé que le service de recherche. Donc on voit bien qu'on a deux fronts. Donc ça on a deux fronts qui correspondent à nos deux langues. Les deux vont appeler le même agent de monitoring. Par contre, derrière, grâce à Zookeeper, l'agent de monitoring va être capable d'aller retrouver dans le / tenante le bon tenante en fonction de l'URL qu'a passé le front. Et du coup, ensuite, chaque service de recherche est configuré pour aller taper sur le moteur de recherche avec les bonnes collections, tout ce qui va bien. Donc, un autre problème dont a parlé Stéphane, c'est le problème du disjoncteur. Non, donc, quand on a des microservices, c'est super, mais il y a des fois ça pète. On a 10 instances de services qui sont lancées, et puis il y en a un qui part en out of memory, et donc là, il faut qu'on soit capable, depuis notre proxy, de dire OK, on le sort. Donc c'est ce que va permettre de faire le pattern du circuit breaker, qui fonctionne d'une manière assez simple. Donc on commence, on est fermé. Fermé, ça veut dire que tout va bien. Quand un service rencontre un problème, on va ouvrir le circuit. Pendant ce temps-là, il va y avoir des retentatives sur ce même service. S'il répond, tant mieux, on referme le circuit et là, tout va bien. Si par contre, il continue à ne pas répondre, on va ignorer le service pendant un certain temps. Ou alors, on peut renvoyer une valeur par défaut. Le service, on va avoir un mécanisme pour renvoyer une valeur par défaut si le service ne répond pas. Donc voilà, donc l'état jaune, qui est l'état semi-ouvert, c'est ce moment où on essaye de retenter. On ne sait pas encore si ça va repasser vert ou si ça va être en échec. Donc l'idée, c'est d'avoir des échecs qui soient rapides. Et voilà, on a le droit de planter, c'est pas grave, on peut perdre des instances. Par contre, il faut qu'on soit capable de dire OK, si par contre ça pète 10 fois de suite, là je sors le nœud et je bousille pas ma prod. Et je continue et j'appelle les autres services. Alors, pour faire ça, on a utilisé Istrix, qui est le petit porc-épic. Voilà, donc c'est un service historiquement proposé par Netflix. C'est une librairie Netflix
qu'on a utilisé dans notre projet pour gérer ce pattern. Ensuite, on a parlé des tests unitaires tout à l'heure, enfin des tests en général. Du coup, pour tester nos microservices, donc on utilise bien sûr du classique, du JUnit, de l'unitaire. Et après, on va vouloir tester aussi chaque service avec potentiellement des appels à d'autres services. Donc là, on a utilisé WireMock pour moquer les appels HTTP qui vont être faits à d'autres services. Alors ça peut être à nos autres services ou bien à des services externes, à de l'Elasticsearch, à du Mongo. Et donc voilà, on a un test unitaire et on a la dépendance qui est moquée. Et du coup, on teste en isolation. On peut utiliser Saboteur aussi. Donc WireMock nous permet de tester avec des retours à peu près normaux, et Saboteur va être un peu plus vicieux que ça. Il va nous permettre de tester des timeouts, des erreurs un peu plus bizarres. Donc ça va être deux approches un peu différentes. Qui arrivent sur le cloud en particulier. Généralement, les fonctionnements un peu bizarres, c'est sur le cloud. Ensuite, on a parlé du continuous delivery. Donc ça, c'est le déploiement, c'est important. Et quand on parle de microservices, c'est pas forcément évident quand on veut commencer à déployer. Donc notre pipeline de déploiement, il est assez simple. On commence par Git, tout passe par Git. C'est buildé dans Jenkins de manière assez classique. Ensuite, quand on fait les releases, on les envoie dans un repo Artifactory. Et on a des recettes Ansible qui nous permettent d'envoyer ça sur tous nos serveurs de prod d'un coup. Donc de recettes aussi parfois. Pardon ? De recettes aussi. Parfois. De recettes, tout ça nous arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est que les recettes Ansible vont aller récupérer la dernière version de la release du service qu'on veut déployer. On va récupérer aussi la conf qui va être liée au service qu'on veut déployer, et on va pousser tout ça sur les serveurs et lancer nos services. Donc ça, c'était notre première implémentation qu'on a commencé à peu près, il y a un peu plus d'1 an. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de version de Spring Cloud, et surtout pas pour Zookeeper. Donc là, aujourd'hui, on a tous ces points-là qu'on vous a présentés tout à l'heure, et on a ajouté l'utilisation de Netflix Open Source avec Spring Cloud et Spring Cloud Zookeeper, donc qui a été présenté dans une conf juste avant par Spencer Gibb. Donc on a une surveillance dynamique des services et surtout le routage des requêtes. Donc si on reprend, bon ça c'est comment ça s'intègre dans Spring, mais c'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça. Donc je te laisse présenter peut-être ce schéma-là. Ouais. Donc là, on est reparti sur notre schéma initial. Donc vous reconnaissez tous les services à droite. Par contre, la partie qui va changer, c'est la partie gateway. Donc avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait l'agent de monitoring et qui avait le double rôle de faire du monitoring pur du moteur et de nos services. Et il faisait aussi proxy. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est pas génial, on fait des microservices, on va peut-être isoler ça. Donc le monitoring, maintenant, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais il est à part et il est vraiment lié au moteur. Et par contre, on a la gateway qui sert uniquement de proxy. Et du coup, on a une approche un peu différente, puisque tout à l'heure, on avait un seul agent de monitoring pour tous les tenantes. Là, on verra qu'on a une approche un peu différente. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai mis la petite image Istrix là, c'est que tous les appels qui vont passer par le gateway, ça c'est du code qui est fourni par Spring Cloud, et ça va apporter une intégration avec Istrix. Donc tous les appels qui passent par le gateway et qui appellent tous nos microservices, en fait, ils traversent une couche Istrix. Et ça va nous permettre d'avoir des métriques avec un /istrix.stream. Et ça va être récupéré par Istrix Dashboard, j'ai failli dire Netflix Dashboard, mais c'est fait par Netflix également, et qui permet d'avoir ces métriques qu'on voit en dessous et qu'on vous montrera en démo tout à l'heure. Voilà, donc lui, il va se connecter à la fois au gateway, mais aussi à tous les services, pour monitorer également les appels intra-services, donc les appels qu'on a entre KPI et recherche, par exemple. Voilà. Donc du coup, j'ai parlé de la gateway qui changeait par rapport au monitoring. Donc là, j'ai représenté ça sur ce nouveau schéma Zookeeper, du coup, qu'on a fait évoluer. Donc on voit que tout à l'heure, on avait un /tenant. Là, maintenant, en fait, on a fait une abstraction du tenant, puisque le tenant est au début de la racine. Et en fait, les services vont s'enregistrer directement dans Zookeeper avec ce tenant-là.
Donc en fait, ça fera partie de l'URL de connexion, et du coup, il n'y a plus de notion de tenante au niveau du service en lui-même. Il n'y a plus de notion de langue. Il a sa configuration et il sait avec quoi il tourne, mais il n'a pas besoin de connaître son tenante. Et du coup, la petite particularité, c'est qu'on se retrouve avec une gateway par tenante. Donc du coup, le search de Belgique France va taper sur la gateway France. Le search front néerlandais va taper sur la gateway néerlandaise. Et du coup, ça nous permet d'intégrer Spring Cloud assez facilement, nativement en fait, puisque c'est la racine Zookeeper qui va changer. Voilà, donc là c'est bien sur le gateway, donc il y a Azul qui est le routeur fourni par Netflix qui nous permet de router vers tous les services à partir de /search, là, ça veut dire que ça va pointer vers le searcher. Et le deuxième truc c'est Ribbon qui permet de faire le load balancer entre toutes les instances de nos microservices. Donc ça a été vraiment le gros plus apporté par Spring Cloud, c'est que du coup quand on avait le monitoring, on recodait les fonctions pour faire les appels à nos services sous-jacents. Et donc bon, c'était des fonctions quasiment vides, mais il y avait des méthodes quand même. Et là du coup tout est automatique, on n'a pas besoin côté gateway de recoder quoi que ce soit, il suffit de spécifier les bonnes routes. Et c'est en production depuis il y a 2 semaines, donc sur la RCE. Donc je crois qu'il est temps de passer à la démo. On va espérer que ça se passe mieux que tout à l'heure. Je spoil un peu, désolé. Alors. Contrôle Alt flèche. Non, mais je suis sur le même. On a changé. On est là. Alors, on va commencer par le Discovery. Donc ça, c'est une vue, qu'on a mise, mais qui est basée sur Zookeeper pour nous renvoyer la liste de nos services qui sont enregistrés dans Zookeeper. Donc on voit le service gateway dont j'ai parlé, et c'est celui que je vais utiliser tout au long de la démo, puisque du coup, nous, on ne connaît pas les services. Bon, ils sont dessous, les autres services, mais vous voyez, ils ont tous des ports un peu bizarres et qui sont des ports aléatoires. Il n'y a que le port de la gateway qui est connu, et tout le front ne passe que par la gateway. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, après quelques métadonnées, mais on voit qu'on a les services dont j'ai parlé tout à l'heure, le suggest, le service d'alimentation. Là, c'est le dashboard Histrix qui va nous permettre d'avoir les métriques d'appel, le searcher, le service de KPI, etc. Donc là, c'est les routes ZUL. Donc vous voyez, je suis sur la gateway, je ne vous ai pas menti, 22 000 c'est le port de la gateway que je vais utiliser tout le temps. Donc /route, c'est un endpoint qui est donné par ZUL. Et donc nous, on l'a configuré pour rediriger tout ce qui est en /search vers notre searcher, en /suggest vers le suggester, etc. Donc c'est un fonctionnement qui est vraiment très simple, et là, on ne réécrit rien, donc c'est vraiment pas mal. Là, juste un petit exemple. Là, je suis sur la gateway, j'ai un service qui me renvoie le service sur lequel je tape actuellement, pour vous montrer les routes ZUL en pratique. J'ai mis ce petit endpoint WAMI sur tous mes services. Donc là, je suis sur la gateway. Si je fais search /WAMI, normalement, voilà, là, je suis sur le service. Vous voyez que le port a changé, je ne suis pas sur le même service. Même, pareil si je fais suggest. Donc voilà, c'est vraiment un fonctionnement qui est hyper simple. Ensuite, c'est la même chose. Alors, on a fait une petite API. Tu peux réduire le zoom. Ouais. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien là toujours. Bon, on a fait une petite appli qui nous permet simplement de rechercher des AOP, des AOC. Donc c'est des données, open data du gouvernement. Si vous avez suivi la keynote de ce matin. Voilà, donc un truc tout simple. Donc là, en fait, c'est pour illustrer un peu notre archi de microservices, puisque là, on est sur le gateway. C'est le gateway qui a ce search.html. Derrière, on a du suggest. Donc là, si je commence à taper Bordeaux, puisque nous, on est bordelais, hop, vous voyez, donc là, on est en train de taper sur le service de suggest. Et là, si je balance la requête, là, je suis sur le service de search. Donc voilà, ça illustre bien. Ça illustre bien qu'on est capable de taper hyper facilement sur un ensemble de services. Dernier point, le dashboard Histrix. Donc là, ça va permettre de voir un peu toutes les métriques des services qui sont appelés. Là, il n'y a rien qui appelle quoi que ce soit, puisque
puisqu'on n'appelle rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit script Gatling qui va balancer pas mal de requêtes à nos URL, et puis on va essayer de voir comment ça... On va essayer de voir ça tourner. Voilà, normalement c'est parti. Hop. Donc je reviens sur mon dashboard si je le trouve. Il est là. Voilà. Et là on voit qu'on n'a pas besoin de rafraîchir, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on voit toutes nos métriques d'appel. Donc ça va être hyper pratique en prod quand on va avoir besoin de monitorer et de savoir ce qui se passe, sachant que c'est trié par erreur. Et donc on va avoir un gros cercle rouge qui s'affiche dès qu'on a des circuits qui commencent à s'ouvrir. On voit quand les... Hop, là, je ne sais pas si vous voyez, circuit closed. Donc ça, c'est Hystrix. Donc du coup, si le circuit s'ouvre, on va le voir, ça va s'afficher en rouge, on va monter en erreur, le pourcentage d'erreur aussi, donc on voit rapidement quand ça pète. Tu peux nous montrer? Je peux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite erreur. Donc par exemple ici, hop, donc dans l'appel du suggesteur, et ben, je relance. Si je trouve le service, voilà. Donc lui, je vais le relancer avec une erreur. Et là, normalement, hop, je ne sais plus où je suis, désolé. Le script Gatling tourne toujours là, donc il est toujours en train de... Je sais plus où je suis. D'attaquer. Merde. Quelque part. Ouais, je sais plus où il est. Dans un des trucs là. Mais comment j'accède? Donc, on n'est pas en erreur là pour le coup. C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de compiler dans... J'ai déjà fait ça sur la première démo. En fait, il n'a pas eu le temps de compiler dans Eclipse et du coup, il va me dire utiliser IntelliJ, mais bon. Ouais, on va l'arrêter alors. En fait, il a relancé le même là. Ouais, donc on a vu la descente et puis il est revenu, il marchait. Ouais, mais là on voit qu'on prend des erreurs. Donc, hop. Oui, c'était ça, c'était au bon endroit là. Là. Voilà. Là, on voit le déclenchement du circuit breaker, ça s'est ouvert, et donc là, on balance en erreur. En fait, on pourrait, si on avait plusieurs instances, on ne l'a pas fait parce que du coup, c'est pas très clair pour la démo, mais ce qui se passerait si on avait plusieurs instances, c'est que le circuit s'ouvrirait, et après, le nœud serait sorti, et du coup, on continuerait à passer en mode normal sur l'autre instance. Du coup, on n'a pas vraiment pu c'est compliqué à montrer. Oui, tout à fait. Voilà pour la petite démo. Hop. Je pense que je l'ai quelque part, mais... Voilà. C'est bon. Je te laisse continuer. Donc là, on a vu où on en était à peu près, avec un Hystrix dashboard qui est en production sur une version RC1. Là, j'ai discuté avec le lead de Spring Cloud. La dernière version va bientôt sortir, donc on va pouvoir la mettre en production avec une version officielle. Mais on n'a pas encore résolu tous les problèmes dont je vous parlais au départ. Là. Donc, pour la partie déploiement, donc, je reprends le schéma qu'on avait. On a beaucoup de scripts Ansible qui commencent à être compliqués à maintenir et surtout à lancer à la main. Donc ça va introduire un risque d'erreur. On va potentiellement se planter quand on va livrer. On va pas prendre, enfin normalement ça prend la dernière version, mais c'est toujours sujet à erreur. Donc là on est en train d'étudier l'utilisation de Spinnaker couplé avec du Docker et du Mesos. Donc Spinnaker c'est un projet qui est assez récent, qui est aussi développé par Netflix, mais sur lequel Google a investi, et qui offre tout un pipeline de déploiement. Donc il y a aussi la version, j'aurais pu mettre aussi Jenkins 2 qui offre aussi un pipeline de déploiement, mais qui pour l'instant n'a pas l'air aussi abouti que Spinnaker, qui va vraiment jusqu'au déploiement en production. Après, Mesos va nous permettre également de faire du provisioning, donc
enfin, je ne vais pas vous refaire la conf Mesos, mais ça considère que tout vos data centers finalement est un seul OS, et ça permet de partager les ressources de manière globale, CPU, RAM, et ensuite allouer à la demande selon les besoins des services qui vont se déployer. Donc Spinnaker, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment le pipeline de déploiement jusqu'à la production avec le manual judgment. Donc ça peut permettre de faire soit des déploiements blue-green, soit des déploiements canary. Donc blue-green, c'est on met tout et ensuite on fait un switch progressif. Canary, c'est on met un certain pourcentage des nouveaux services sur la production et on vérifie que sur ces 20% par exemple de nouveaux services, on n'a pas d'erreur significative. Voilà, donc graphiquement c'est intéressant et on comprend tout de suite donc le bake, le deploy, hop, la production, le jugement et le rollback automatique normalement. Donc il y a pour l'instant un support sur Google Cloud évidemment et il y en a un depuis très peu sur Kubernetes. Donc Mesos, il n'y a pas encore le support, on l'attend avec impatience ou alors on va se mettre dessus. Donc le déploiement, on a quand même un choix, là j'ai parlé de Mesos. Alors on aurait pu prendre Docker Swarm, Docker Compose, mais aujourd'hui ça ne permet pas de redémarrer les instances. Enfin en tout cas, c'est pas nativement dans ces outils-là, on n'a pas de redémarrage des services. Donc ensuite il y a Mesos Marathon, là je viens d'en parler. Marathon c'est lui qui va déclencher les services, Mesos c'est l'OS qui est en dessous presque. Et Kubernetes, donc ça c'est le projet de Google, et Rancher, on l'a mis ensemble, on aurait pu mettre du CoreOS ou quelque chose comme ça, mais là on a étudié dernièrement et on va peut-être faire un POC sur ces deux technos-là. Il y avait une conf sur Rancher hier, donc je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir plus. Kubernetes, il y en avait plein, donc là vous avez le choix. Ensuite, le Discovery. Aujourd'hui, on a Zookeeper, on est plutôt content avec, on n'a pas vraiment eu beaucoup de problèmes avec ça. Mais on se pose la question de le garder parce que finalement c'est un point de vulnérabilité. Le Discovery, c'est vraiment la chose qui, quand on n'aura que des microservices dans tout le SI, il faut vraiment que ce soit disponible à 100% et que ce soit super robuste. Donc Zookeeper, c'est robuste, il y a beaucoup d'applis, enfin Hadoop, c'est eux qui ont inventé Zookeeper, Solar Cloud c'est sur Zookeeper, Kafka c'est sur Zookeeper, c'est solide. Mais c'est pas un système available. S'il ne peut pas assurer la consistance des données, il va s'arrêter, il ne va plus fonctionner. Donc il y a Eureka qui est fourni par Netflix. Donc ça introduit un peu plus de latence parce que c'est un système très distribué. Donc l'avantage de Zookeeper, c'est que dès que les instances sont down, on le voit tout de suite parce qu'on a un nœud éphémère qui est connecté directement à Zookeeper et il va avoir l'information très très rapidement. Ça c'est vraiment pratique. Eureka, il y a un peu plus de latence. Il y a des pings entre les nœuds. Avant de savoir que le nœud est down, il y a un peu plus de temps. Consul, je le cite parce qu'il est assez connu, c'est fait par HashiCorp. Nous, on ne l'a pas encore testé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Il y a aussi une conf dessus, donc je ne m'engage pas plus que les conférenciers. etcd CoreOS, c'est plus simple. C'est du clé valeur avec CoreOS. Là, on va peut-être étudier ça pour éviter d'avoir une adhérence à des langages. Parce que, par exemple, nous, on a beaucoup de C#, comme on l'a vu au début. Et il n'y a pas de vraie API C# vers Zookeeper. Donc, on regardait etcd CoreOS éventuellement pour aller un peu plus loin et faire des microservices avec le code C#. Ensuite, dernier point, la communication, j'en ai un peu parlé en introduction. Donc aujourd'hui, on est en plain JSON, mais le JSON, ça ne permet pas de valider le schéma. Donc on va, et c'est pas du XML, mais c'est quand même assez verbeux. Donc on se pose la question de est-ce qu'on va mettre du protobuf. Donc protobuf, protostuff, c'est un truc fait par Google. Qui permet de définir le schéma et de communiquer avec ça, de générer du code qui va être compatible ascendant parce qu'on n'a pas le droit d'enlever des méthodes. Enfin, on peut les enlever, mais on est obligé de réserver l'espace, comme ça les anciens clients fonctionnent encore, etc. Donc il y a aussi Avro, qui est un projet Apache, qui est utilisé avec Kafka généralement. Et il y a aussi Apache Thrift, enfin non, c'est plutôt Facebook Thrift, voilà, qui est à peu près dans la même idée. Voilà, il nous reste 30 secondes si vous voulez poser des questions. Merci.